Le soleil d'octobre déclinait lentement à l'horizon, teintant les eaux du Méditerranée d'un orange cuivré qui rappelait à Pierre Delacroix les couchers de soleil de son enfance en Provence. Debout sur la passerelle de commandement de sa corvette Liberté, le commandant observait l'horizon avec cette attention méticuleuse qui avait fait sa réputation dans la marine française. À 42 ans, Delacroix portait ses galons avec la dignité d'un homme qui avait consacré sa vie entière au service de la patrie. Ses cheveux noirs striés de quelques fils d'argent étaient parfaitement disciplinés sous sa casquette d'officier, et ses yeux gris acier scrutaient constamment les flots à la recherche du moindre détail suspect. « Commandant !» appela le lieutenant Rousseau, en montant précipitamment les marches qui menaient à la passerelle, ses bottes résonnant contre le métal. Le vigie signale un navire à tribord, environ 3000 nautiques. Il semble naviguer sans pavillon. Delacroix tourna sa longue vue dans la direction indiquée, ajustant soigneusement la mise au point. À travers les lentilles, il distingua la silhouette d'un brick goélette au voile gonflé par le vent du large. Quelque chose dans l'allure du navire éveilla immédiatement ses soupçons d'officier expérimenté. « Bizarre », murmura-t-il en continuant d'observer le navire. Un bâtiment de cette taille qui navigue sans identification en pleine journée. Soit ils ont perdu leur pavillon dans une tempête, soit ils ont quelque chose à cacher. Il referma sa longue vue d'un geste sec et se tourna vers son second. « Lieutenant, faites sonner le branle-bas de combat silencieux. Je veux que l'équipage soit prêt, mais sans donner l'alarme. Nous allons nous rapprocher discrètement et voir de quoi il retourne. » L'expérience avait appris à Delacroix que les contrebandiers et les trafiquants opéraient souvent dans cette partie du Méditerranée, profitant de la complexité des eaux internationales pour échapper aux patrouilles. Mais quelque chose dans le comportement de ce navire lui paraissait différent. Il ne fuyait pas, ne tentait pas de changer de cap malgré la présence évidente de la corvette française. Cette attitude paradoxale intriguait le commandant qui avait appris à se méfier de tout ce qui sortait de l'ordinaire. « Commandant, nous recevons des signaux lumineux du navire inconnu », annonça l'enseigne Moreau depuis le poste de communication. « Il nous invite à nous approcher. C'est inhabituel pour des contrebandiers. » Delacroix fronça les sourcils. Dans ses 20 années de service, jamais un navire suspect n'avait pris l'initiative de l'inviter à s'approcher. Cette invitation sonnait comme un piège ou pire encore, comme une provocation. Il sentit cette tension familière monter en lui, celle qui précédait toujours les moments décisifs de sa carrière. À mesure que la Liberté se rapprochait du navire mystérieux, Delacroix distinguait de plus en plus de détails troublants. Le pont semblait anormalement encombré de silhouettes humaines, bien plus que ne l'exigeait la manœuvre d'un simple navire marchand. Des voix portées par le vent parvenaient jusqu'à eux, mélange confus de cris et d'exclamations dans plusieurs langues. L'instinct de Delacroix, affiné par des années d'expérience en mer, lui disait que quelque chose de grave se déroulait à bord de ce navire. Lieutenant Rousseau préparait une chaloupe avec 8 hommes armés, ordonna-t-il d'une voix ferme. Nous allons procéder à une inspection. Si mes soupçons sont fondés, nous pourrions bien tomber sur quelque chose de plus grave qu'un simple trafic de marchandises. Il ajusta son épée à son côté et vérifia son pistolet d'ordonnance. Quelque chose lui disait que cette journée allait marquer un tournant dans sa carrière, peut-être même dans sa vie. Le vent avait forci, et les vagues commençaient à claquer contre la coque de la Liberté, avec plus d'insistance. Delacroix observait toujours le navire suspect, notant chaque détail, chaque mouvement sur le pont. Il remarqua que plusieurs hommes semblaient enchaînés ou entravés, rassemblés près du grand mât. Cette vision fit naître en lui une colère froide, celle qu'il ressentait toujours face à l'injustice et à la cruauté humaine. « Mon commandant », murmura le lieutenant Rousseau en s'approchant, « si c'est bien ce que nous pensons, nous nous trouvons en eau internationale. » Les implications diplomatiques, Delacroix lui lança un regard dur qui stoppa net ses paroles. « Lieutenant, il y a des moments où un officier français doit choisir entre les protocoles et sa conscience. Aujourd'hui pourrait bien être l'un de ces moments. » Il savait que cette décision pourrait lui coûter sa carrière, mais certaines choses valaient plus que les galons et les honneurs. La chaloupe fut mise à l'eau dans un parfait silence militaire, et Delacroix y prit place avec ses hommes les plus expérimentés. Alors qu'il ramait vers le navire mystérieux, le commandant ne pouvait s'empêcher de penser à son frère cadet, Alexandre, mort dans des circonstances troubles 3 ans auparavant. Lui aussi avait été accusé injustement. Lui aussi avait été abandonné par ceux qui auraient dû le protéger. Cette pensée renforça sa détermination à découvrir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour sa propre carrière. Les avirons fendaient l'eau avec une régularité militaire, créant de petits tourbillons qui se perdaient rapidement dans le sillage de l'embarcation.
Delacroix observait attentivement le navire qui grandissait à mesure qu'il s'en approchait. Il distinguait maintenant clairement les visages des hommes rassemblés sur le pont, et ce qu'il voyait confirmait ses pires craintes. Ces hommes n'étaient pas des marins ordinaires. Leurs vêtements déchirés, leurs postures affaissées et leurs regards désespérés trahissaient leurs conditions de prisonniers. « Sergent Dubois », murmura Delacroix à l'homme qui ramait près de lui, un vétéran des campagnes coloniales dont la loyauté était indéfectible. « Assurez-vous que les hommes gardent leurs armes à portée de main, mais discrètement. Je ne sais pas à quoi nous nous attendons, mais je sens que nous allons avoir besoin de toute notre expérience. » Le sous-officier hocha la tête silencieusement, transmettant les instructions d'un simple regard aux autres marins. Plus ils se rapprochaient, plus les détails devenaient nets et troublants. Delacroix comptait au moins une trentaine d'hommes enchaînés sur le pont, surveillés par une dizaine de gardiens armés qui ne ressemblaient en rien à des marins français ou italiens. Leurs vêtements exotiques et leurs armes suggéraient plutôt des origines levantines ou nord-africaines. Cette découverte fit bondir le cœur du commandant. Il se trouvait face à une opération de traite d'esclaves en plein Méditerranée, dans les eaux que sa propre flotte était censée protéger. « Mon Dieu !» souffla l'enseigne Leclerc qui accompagnait l'expédition. « Regardez là-bas, près du grand mât. Cet homme aux cheveux châtains, ses vêtements, même en lambeaux, semblent de qualité. Et regardez sa posture. Malgré les chaînes, il garde la tête haute. Ce n'est pas un homme du peuple. » Delacroix suivit le regard de son subordonné et aperçut effectivement un homme qui se distinguait des autres prisonniers. Malgré la crasse et les haillons, quelque chose dans son maintien trahissait une éducation aristocratique. Un des gardiens les avait repérés et criait quelque chose dans une langue que Delacroix ne reconnaissait pas immédiatement. D'autres hommes armés apparurent sur le pont, pointant leurs fusils dans leur direction. Le commandant leva la main droite en signe de paix, tout en gardant la gauche près de son pistolet. « Nous sommes la marine française », cria-t-il en français puis en italien, espérant se faire comprendre. « Nous demandons à monter à bord pour une inspection de routine. » La réponse vint sous forme de coups de feu tirés en l'air, un avertissement clair mais qui ne découragea nullement Delacroix. Au contraire, cette démonstration hostile ne fit que confirmer ses soupçons et renforcer sa détermination. Il fit signe à ses hommes de continuer à ramer, tout en préparant mentalement la tactique à adopter. Son expérience des abordages lui avait appris qu'il fallait souvent impressionner l'ennemi par l'audace plutôt que par la force brute. « Commandant », chuchota le sergent Dubois, « ils sont plus nombreux que nous et en position dominante. Peut-être devrions-nous retourner chercher des renforts. » Mais Delacroix secoua la tête avec fermeté. « Sergent, dans quelques minutes, ce navire peut lever l'ancre et disparaître dans les eaux territoriales d'un autre pays. Ces hommes enchaînés n'auront alors plus aucune chance. Non. Nous agissons maintenant avec les moyens du bord. » Alors qu'ils approchèrent de la coque du navire, Delacroix entendit distinctement une voix crier en français « Au secours! Nous sommes des citoyens français. On nous retient illégalement. » Cette supplique confirma définitivement ses craintes et scella sa décision. Quelles que soient les conséquences diplomatiques ou personnelles, il ne pouvait laisser des compatriotes entre les mains de trafiquants d'esclaves. Le commandant se dressa dans la chaloupe, sa haute silhouette imposante même dans cette embarcation fragile au milieu des flots. « Au nom de la République française », cria-t-il d'une voix qui portait par-dessus le bruit des vagues, « je demande la libération immédiate de tous les prisonniers français. Tout refus sera considéré comme un acte d'hostilité envers la France. » Il savait qu'ils bluffaient partiellement. Ils étaient en eau internationale et ils n'avaient aucune autorité légale pour intervenir, mais il comptait sur l'effet psychologique de son uniforme et de sa détermination. L'ultimatum de Delacroix résonna dans le silence tendu qui s'était installé entre les deux navires. Les trafiquants échangeaient des regards nerveux, visiblement déstabilisés par l'assurance du commandant français. Leur chef, un homme trapu au visage buriné par le soleil méditerranéen, hurla quelque chose en arabe à ses hommes, avant de répondre en français approximatif « Vous pas autorité ici, eaux internationales, partez ou nous tirons ». Mais sa voix tremblait légèrement, trahissant une inquiétude croissante face à la détermination inflexible de l'officier français. Delacroix sourit froidement, reconnaissant immédiatement les signes de faiblesse chez son adversaire. Ses années d'expérience lui avaient appris que les criminels, même les plus endurcis, perdaient souvent leur sang-froid face à l'autorité militaire exercée avec conviction. « Sergent Dubois » murmura-t-il sans quitter des yeux le pont du navire ennemi. « Au signal, vous dirigez 3 hommes vers la proue. Enseigne Leclerc, vous prenez les 3 autres vers la poupe. Je monte au centre avec les grappins. L'effet de surprise sera notre seul avantage. »
Le commandant se redressa de toute sa hauteur et sa voix porta avec une autorité qui fit trembler même ses propres hommes. « J'ai dit au nom de la République française, ceci n'est pas une négociation, c'est un ordre. Vous avez exactement 1 minute pour commencer à libérer ces hommes, sinon nous montons à l'abordage. » Il tira son chronomètre de sa poche avec un geste théâtral, sachant parfaitement que ce détail psychologique ajouterait à la pression sur les trafiquants déjà ébranlés par sa prestance. Les prisonniers enchaînés sur le pont avaient entendu l'échange et commencèrent à s'agiter, comprenant qu'une chance de sauvetage s'offrait enfin à eux. L'homme aux vêtements jadis aristocratiques que Leclerc avait remarqué cria soudain « Commandant, je suis Édouard Monclerc, fils du comte de Monclerc. Je vous supplie, sauvez-nous de ces barbares. Nous avons été vendus comme du bétail lors d'un ignoble marché. » Sa voix, malgré l'épuisement et l'humiliation, conservait cette diction précise et cultivée de la haute société parisienne. Le nom de Monclerc frappa Delacroix comme un coup de tonnerre. Il connaissait cette famille, l'une des plus anciennes de France, et se souvenait vaguement d'un scandale qui avait secoué Paris quelques mois plus tôt. Le jeune Édouard Monclerc n'était-il pas censé être mort, exécuté pour haute trahison après avoir prétendument vendu des secrets militaires aux Allemands? Cette révélation ajoutait une dimension politique explosive à une situation déjà complexe. « 1 minute écoulée !» rugit Delacroix en refermant brutalement son chronomètre. « À l'abordage !» Les marins français bondirent de la chaloupe avec une précision militaire parfaite, utilisant leurs grappins et leurs cordes pour escalader la coque du navire négrier. Le sergent Dubois, malgré ses 45 ans, grimpa avec l'agilité d'un chat, son couteau entre les dents et son pistolet à la ceinture. Les trafiquants, pris au dépourvu par cette attaque audacieuse, tirèrent quelques coups de feu désordonnés qui se perdirent dans les airs. Delacroix fut le premier à poser le pied sur le pont ennemi, son sabre brillant au soleil couchant. Face à lui, le chef des trafiquants pointait un vieux mousquet en tremblant. « Lâche ton arme immédiatement ou je te transperce », ordonna le commandant, avec une froideur qui glaça le sang de son adversaire. L'homme hésita un instant de trop. Delacroix bondit en avant et d'un coup de pommeau précis, l'assomma proprement. Le combat qui s'ensuivit fut bref, mais violent. Les marins français, supérieurement entraînés et motivés par la justice de leur cause, submergèrent rapidement les trafiquants démoralisés. En moins de 10 minutes, tous les criminels étaient maîtrisés, désarmés et rassemblés sous bonne garde près de la cale. Le sergent Dubois, un filet de sang coulant d'une estafilade au front, fit son rapport. « 3 blessés légers parmi nos hommes, commandant. Aucune perte. Les prisonniers sont sains et saufs. » Delacroix se dirigea immédiatement vers les captifs enchaînés, tirant de sa poche un trousseau de clés confisquées au chef des trafiquants. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur mais d'émotion contenue, tandis qu'il libérait un à un ces hommes qui avaient frôlé un destin atroce. « Vous êtes libres », répétait-il à chacun d'eux. « Vous êtes sous la protection de la marine française maintenant. » Quand il arriva devant Édouard Monclerc, le jeune homme le regarda droit dans les yeux avec une intensité troublante. « Commandant » dit-il d'une voix rauque mais ferme, « je sais ce que vous pensez. Édouard Monclerc est officiellement mort, exécuté pour trahison. Mais je vous jure sur l'honneur de ma famille que je suis innocent. Tout ceci n'est qu'une machination abominable pour me faire disparaître, après que j'ai découvert des corruptions au plus haut niveau de l'État. » Les chaînes tombèrent avec un bruit métallique sur le pont de bois. Monclerc massa ses poignets meurtris tout en continuant. « Je possède des preuves, commandant, des documents cachés qui peuvent faire tomber des hommes très puissants à Paris. C'est pour cela qu'on a voulu ma mort, et quand la première tentative a échoué, on m'a vendu à ces marchands d'esclaves pour que je disparaisse définitivement dans les bagnes d'Afrique du Nord. » Delacroix étudiait attentivement le visage du jeune homme. Malgré les privations et les mauvais traitements, Monclerc conservait cette noblesse naturelle qui ne se contrefaisait pas. Ses yeux clairs brillaient d'une sincérité qui touchait le commandant, lui rappelant douloureusement son propre frère Alexandre, lui aussi victime d'accusations mensongères. « Monsieur de Monclerc, dit-il finalement, si ce que vous affirmez est vrai, vous comprenez que votre sauvetage va créer des remous considérables. Des gens très influents ne vont pas apprécier votre retour d'entre les morts. Je le sais parfaitement, commandant, répondit Monclerc en se redressant avec fierté. Mais je préfère mourir en homme libre en défendant la vérité, plutôt que de pourrir dans l'anonymat d'un bagne en laissant triompher l'injustice. Ma famille a servi la France pendant 8 siècles, je ne serai pas celui qui ternira ce nom par la lâcheté. » Cette déclaration résonna profondément en Delacroix, qui y reconnaissait ses propres valeurs et sa propre détermination à servir la justice avant tout. Le soleil avait presque disparu à l'horizon,
et la corvette Liberté se rapprochait pour récupérer les prisonniers libérés et les trafiquants capturés. Delacroix contemplait la situation avec un mélange de satisfaction et d'inquiétude. Il avait sauvé des vies innocentes, accompli son devoir d'officier et de citoyen, mais il pressentait que cette journée marquait le début d'une aventure bien plus périlleuse que ce qu'il avait imaginé en quittant Toulon quelques jours plus tôt. 3 jours s'étaient écoulés depuis le sauvetage spectaculaire en haute mer, et la corvette Liberté naviguait désormais vers Marseille, avec sa cargaison humaine libérée. Delacroix avait installé Montclair dans sa propre cabine, jugeant que le jeune aristocrate avait besoin de soins et de repos après ces mois d'épreuve. Le commandant lui-même dormait dans une cabine d'officier plus modeste, geste qui n'avait pas échappé à l'équipage et qui renforçait encore le respect qu'ils portaient à leur chef. Dans l'intimité de la cabine du commandant, transformée en refuge provisoire, Montclair avait retrouvé une apparence plus digne, après s'être rasé, lavé et avoir revêtu des vêtements propres fournis par l'uniforme de rechange de Delacroix. Assis à la table de travail face au hublot, il examinait attentivement des documents qu'il avait réussi à dissimuler dans la doublure de sa veste pendant toute sa captivité. Ces papiers jaunis et froissés représentaient l'unique preuve de son innocence et la clé d'un scandale qui pourrait ébranler la République. « Commandant », dit Montclair en levant les yeux vers Delacroix qui venait d'entrer après sa ronde d'inspection matinale, « regardez ces signatures. Celle-ci appartient au ministre de la Guerre Mercier, celle-là au général Billot et cette dernière au colonel du Paty de Clam. » Il désignait une série de documents financiers qui détaillaient des transferts d'argent suspects entre des comptes bancaires privés et des fournisseurs militaires allemands. Delacroix s'approcha et examina les documents avec l'attention minutieuse qu'il portait d'ordinaire aux cartes marines. Les chiffres étaient astronomiques. Des centaines de milliers de francs détournés des caisses de l'armée française et versés à des entreprises de l'autre côté du Rhin. « Mon Dieu », murmura-t-il, « si ces documents sont authentiques, nous avons affaire à une trahison d'une ampleur inimaginable. Mais comment êtes-vous entré en possession de ces preuves ? Par le plus grand des hasards, répondit Montclair avec amertume. Je travaillais alors comme attaché militaire au ministère, poste que m'avait obtenu l'influence de mon père. Un soir, en quittant tard mon bureau, j'ai surpris une conversation entre le colonel du Paty de Clam et un homme que j'ai reconnu plus tard comme étant un agent allemand. Ils évoquaient le prochain versement et mentionnaient ces documents. J'ai attendu qu'ils partent, puis j'ai fouillé le bureau du colonel et découvert ses papiers dans un coffre mal fermé. Le jeune homme se leva et se dirigea vers le hublot, contemplant les flots bleus du Méditerranée avec une expression douloureuse. J'étais jeune, naïf, persuadé qu'il suffisait de dénoncer ces criminels pour que justice soit rendue. J'ai demandé audience au général Billot lui-même, pensant le mettre au courant de la trahison de son subordonné. Imaginez ma stupeur quand j'ai réalisé qu'il était lui-même impliqué dans ce trafic. Delacroix sentit une colère froide monter en lui en entendant ce récit. Il connaissait personnellement le général Billot, l'avait même rencontré lors de cérémonies officielles et pensait avoir affaire à un homme d'honneur. Découvrir que des officiers supérieurs qu'il respectait étaient corrompus ébranlait ses certitudes les plus profondes. « Continuez », dit-il d'une voix tendue. « Dès le lendemain de mon entrevue avec Billot, les ennuis ont commencé, » poursuivit Montclair en revenant s'asseoir. « On a découvert dans mon bureau des documents compromettants, soi-disant preuves que je vendais des secrets aux Allemands. Un procès bâclé, des témoins achetés, une condamnation à mort prononcée en moins d'1 semaine. Heureusement, mon valet de chambre, fidèle depuis mon enfance, avait des contacts dans la pègre marseillaise. Il a corrompu mes gardiens la veille de mon exécution et organisé mon évasion. » Le commandant écoutait avec une attention passionnée, reconnaissant dans cette histoire l'écho de sa propre tragédie familiale. Son frère Alexandre avait lui aussi été victime de fausses accusations, mais contrairement à Montclair, il n'avait pas eu la chance d'échapper à ses bourreaux. « Comment avez-vous fini entre les mains de ces trafiquants d'esclaves » demanda-t-il. « Mon valet m'avait organisé un passage clandestin vers l'Italie, » répondit Montclair avec un sourire amer. « Mais le capitaine du navire avait été acheté par mes ennemis. Au lieu de me conduire à Gênes, il m'a livré à ces marchands d'esclaves qui devaient m'emmener dans les bagnes d'Algérie où j'aurais disparu à jamais. Ils m'ont gardé plusieurs mois dans un entrepôt de Tunis, attendant de rassembler suffisamment de prisonniers pour organiser ce marché aux esclaves que vous avez interrompu. » Un silence pesant s'installa dans la cabine, rompu seulement par le clapotis des vagues contre la coque et les craquements familiers du navire. Delacroix réfléchissait intensément aux implications de ces révélations. S'il aidait Montclair à prouver son innocence et à démasquer les vrais traîtres,
Il s'attaquerait à des hommes infiniment plus puissants que lui, capables de briser sa carrière d'un simple coup de téléphone. « Monsieur de Montclair, dit-il finalement, vous comprenez que si nous révélons cette affaire, nous nous dresserons contre des adversaires redoutables. Le ministre de la guerre, un général, ces hommes ont les moyens de nous détruire l'un et l'autre. » Il marqua une pause, puis ajouta avec détermination, « Mais ils ont aussi détruit la vie de mon frère Alexandre avec leurs machinations. Il est temps que quelqu'un leur tienne tête. » Montclair se redressa, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux fatigués. « Vous acceptez de m'aider, commandant, même en sachant les risques ?» Delacroix hocha la tête solennellement. « Mon serment d'officier m'engage à servir la France et la justice, pas les intérêts de politiciens corrompus. Nous allons démasquer ces traîtres, mais il nous faut un plan minutieux et des alliés sûrs. » Les deux hommes passèrent le reste de la matinée à élaborer leur stratégie. Ils identifièrent plusieurs journalistes d'investigation parisiens réputés pour leur intégrité, quelques parlementaires opposés au gouvernement actuel, et surtout le juge d'instruction Bertillon, connu pour son indépendance et sa rigueur. « Notre priorité, expliqua Delacroix, sera de mettre ces documents en sécurité et d'en faire des copies avant de les remettre aux autorités compétentes. Il nous faut aussi retrouver mon valet, François Dubourg, ajouta Montclair. Il possède d'autres preuves que j'ai pu lui confier avant mon arrestation. Si nous arrivons à le localiser, notre dossier sera complet et inattaquable. » Le commandant acquiesça, déjà mentalement en train d'organiser les recherches. Alors que Marseille apparaissait à l'horizon, les deux hommes savaient qu'ils s'apprêtaient à entrer dans une bataille autrement plus dangereuse que l'abordage du navire négrier. Une bataille où l'ennemi était invisible, puissant et prêt à tout pour préserver ses secrets. Mais leur détermination commune et leur soif de justice leur donnèrent la force d'affronter l'impossible. Le port de Marseille bouillonnait d'activité sous le soleil de midi, quand la corvette Liberté jeta l'ancre dans la rade. Delacroix observait depuis la passerelle les quais grouillants de dockers, de marchands et de curieux attirés par l'arrivée du navire de guerre. Il savait que dès qu'ils mettraient la pied à terre, leur mission prendrait une tournure infiniment plus périlleuse. Les ennemis de Montclair avaient certainement des espions dans tous les ports français, et leur retour ne passerait pas inaperçu longtemps. « Commandant, » dit le lieutenant Rousseau en s'approchant avec une dépêche officielle, « nous venons de recevoir un télégramme de l'amirauté. L'état-major demande votre rapport immédiat sur l'incident en mer et... Ils exigent que tous les prisonniers libérés soient remis aux autorités civiles pour interrogatoire. » Delacroix fronça les sourcils, flairant immédiatement le piège. Ses supérieurs n'avaient jamais manifesté un tel empressement pour de simples rescapés de la traite négrière. Dans sa cabine, Montclair terminait de cacher les documents compromettants dans une nouvelle cachette qu'il avait aménagée dans la doublure d'un sac de voyage, fourni par Delacroix. « Ils savent déjà que je suis vivant, » murmura-t-il en entendant les nouvelles. « Mes ennemis ont des yeux partout. Il faut que nous agissions vite avant qu'ils n'organisent ma disparition définitive. » Ses mains tremblaient légèrement. Non de peur mais d'émotion à l'idée de pouvoir enfin révéler la vérité. Delacroix avait pris sa décision. « Nous ne remettrons pas ces hommes aux autorités officielles avant d'avoir mis vos preuves en sécurité, » déclara-t-il fermement. « J'ai des contacts sûrs à Marseille, des officiers de ma promotion qui ont conservé leur intégrité. Le capitaine de frégate Henri Marchand commande la base navale. C'est un homme de confiance qui nous aidera. » Il revêtit son uniforme de cérémonie, sachant que dans les heures à venir il aurait besoin de toute l'autorité que lui conféraient ses galons. Le débarquement se fit dans un silence tendu. Delacroix avait organisé discrètement l'évacuation des prisonniers libérés vers un entrepôt sécurisé près du port, évitant soigneusement les autorités civiles qui attendaient sur le quai principal. Montclair, déguisé en simple marin avec une barbe de 3 jours et une casquette enfoncée sur les yeux, suivait le commandant à distance respectable. Cette mascarade ne les tromperait pas longtemps, mais elle leur donnerait peut-être le temps nécessaire. Chez le capitaine Marchand, dans son bureau aux murs couverts de cartes marines et de souvenirs de campagnes lointaines, la véritable bataille commença. Delacroix présenta les preuves de la conspiration avec la précision d'un rapport militaire, tandis que Montclair racontait son calvaire avec une émotion contenue qui impressionna l'officier supérieur. « Sacré nom d'une pipe !» explosa Marchand après avoir examiné les documents. « Si tout ceci est authentique, nous avons des traîtres jusqu'au sommet de l'État. Capitaine, intervint Delacroix, nous avons besoin de votre aide pour contacter le juge Bertillon en toute sécurité. Ces documents doivent être entre les mains de la justice avant que nos ennemis ne réagissent. » Marchand hocha la tête gravement. « Bertillon est effectivement notre homme.
Il a déjà enquêté sur plusieurs affaires de corruption dans l'armée, mais il faudra le faire venir ici discrètement. Paris grouille d'espions à la solde de cette clique. Pendant que Marchand envoyait un télégramme codé aux juges parisiens, Delacroix et Moncler organisaient méthodiquement leur dossier d'accusation. Ils dressèrent une chronologie précise des événements, authentifièrent chaque document et préparèrent une liste de témoins potentiels. « Mon valet François, » expliqua Moncler, « habite chez sa sœur dans le quartier du Panier. Si nous arrivons à le retrouver, il pourra témoigner de tout ce qu'il a vu et confirmer l'authenticité de mes preuves. » La recherche de François Dubourg les mena dans les ruelles étroites et pittoresques du vieux Marseille, où l'accent chantant et la méfiance naturelle des habitants les protégeaient des indiscrétions. Dans une petite maison blanchie à la chaux donnant sur une placette ombragée, ils retrouvèrent enfin le fidèle domestique. L'homme, la cinquantaine robuste et le regard intelligent, fondit en larmes en reconnaissant son ancien maître qu'il croyait mort depuis des mois. « Monsieur Édouard !» sanglota François en serrant Moncler dans ses bras. « J'ai prié tous les saints de Provence pour votre retour. J'ai gardé précieusement tout ce que vous m'aviez confié, et j'ai même retrouvé d'autres preuves que vous aviez cachées dans votre ancienne chambre avant votre arrestation. » Il disparut dans l'arrière-cuisine et revint avec une sacoche de cuir contenant des lettres, des reçus bancaires et même des photographies compromettantes montrant les conspirateurs en compagnie d'agents allemands. Le soir même, dans le bureau du capitaine Marchand transformé en tribunal improvisé, le juge Bertillon, arrivé de Paris en secret, examina l'ensemble du dossier avec la minutie légendaire qui avait fait sa réputation. C'était un homme sec et précis, aux lunettes cerclées d'acier et au regard perçant, qui pesait chaque mot avant de le prononcer. « Messieurs, » déclara-t-il finalement après 3 heures d'examen, « ces preuves sont accablantes et parfaitement authentiques. Nous avons effectivement affaire à une conspiration d'une ampleur extraordinaire. Monsieur le juge, » demanda Moncler avec anxiété, « cela suffira-t-il à prouver mon innocence et à confondre les vrais traîtres ?» Bertillon ajusta ses lunettes et sourit pour la première fois de la soirée. « Mon jeune ami, avec un tel dossier, non seulement vous serez innocenté, mais vos accusateurs passeront le reste de leur vie en prison. Je vais immédiatement émettre des mandats d'arrêt contre Mercier, Billot et du Paty de Clam. Cette affaire fera grand bruit, mais la justice sera rendue. » 3 semaines plus tard, les journaux de toute l'Europe titraient sur le scandale Moncler, qui avait révélé l'existence d'un réseau de corruption au cœur de l'armée française. Le jeune aristocrate, lavé de tout soupçon, était devenu un héros national, symbole de la résistance à la corruption. Quant à Delacroix, sa bravoure et son intégrité lui avaient valu une promotion au grade de capitaine de vaisseau et le commandement d'un croiseur de première classe. Dans le salon reconstitué de l'hôtel particulier des Moncler à Paris, les 2 hommes célébraient leur victoire autour d'un cognac d'exception. « Commandant, pardon capitaine, » dit Édouard en levant son verre. « Sans votre courage et votre sens de la justice, je serais mort dans un bagne africain, et ces criminels continueraient à trahir notre patrie. Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Delacroix sourit en pensant à son frère Alexandre, enfin vengé par cette victoire sur l'injustice. « Mon cher Édouard, » répondit-il en trinquant, « en sauvant votre honneur, j'ai aussi sauvé celui de mon frère et restauré ma foi en la justice. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de prouver qu'un homme déterminé peut encore faire triompher la vérité face aux plus puissants. » Le cristal tinta doucement dans la pénombre dorée du salon, et quelque part dans la nuit parisienne, 2 âmes brisées par l'injustice venaient enfin de retrouver la paix, l'une dans la vengeance accomplie, l'autre dans l'honneur restauré.